Je m'appelle Jean-Philippe. Je suis né à Rennes le 19 août 1969 et je suis marié à Camélia. Camélia Lefebvre, née à Craiova en 1971, le 15 avril. Racontez-nous un peu comment une jeune femme de Roumanie, de Craiova, arrive à Bolon. Alors là, c'est une très très grande histoire. Ma vie en Roumanie se tournait beaucoup autour de la musique, la danse, le folklore roumain. Et grâce, je dirais quelque part pour moi, grâce à la révolution roumaine de 1989, le 22 décembre, on a enfin pu sortir de notre pays et rencontrer le monde extérieur qui se trouvait de l'autre côté des frontières. On était quand même assez, je dirais, assez fermés au monde extérieur puisque nous n'avions pas forcément de l'information extérieure. Les informations, on avait 2 heures de télévision par jour, je dirais quelque part, et on avait juste ce qu'on voulait bien nous en dire politiquement parlant, mais voilà, nous ce qu'on voyait c'est plus par la musique extérieure, donc on s'enrichissait je dirais quelque part du monde extérieur par la musique, par aussi bien la musique folklorique que la musique classique et autres bien sûr, le théâtre, puisque malgré que c'était un pays quand même assez pauvre, tout ce qui était culturel, pour nous, c'était quand même assez important. Donc, comme je faisais partie d'une troupe de danse professionnelle, à la fin bien sûr, puisqu'au départ, on n'avait pas forcément le droit d'être professionnel, il fallait absolument avoir un métier. C'est par ce biais-là qu'on a réussi à sortir, je dirais, quelque part du pays. Tout ce qui était information du monde extérieur, on connaissait très peu de choses de ce qui se passait de l'autre côté des frontières. On n'avait pas forcément les bonnes informations. Et quand tu parles de musique, tu dis que c'est la musique de l'extérieur qui nous arrivait, mais c'était quel genre de musique alors? La musique aussi de l'autre côté du mur ou des groupes rock, tout ça On avait très peu de musique. On avait de la musique rock également, mais on avait très peu de musique, je dirais, on avait de la musique classique. On avait beaucoup de folklore roumain, bien sûr. Très peu de Vérité. La vérité occidentale était très peu présente et le fait que le mur de Berlin tombe, eh bien évidemment, ça a amené plein de choses, aussi bien sociales que musicales, que de choses modernes, même de voitures, un truc tout bête. Les nouveaux véhicules sont arrivés très vite parce que beaucoup de Roumains qui ont acheté des véhicules dans les pays de l'Est, enfin ex-pays de l'Est, genre Allemagne de l'Est ou Hongrie ou même et après la France et après tous ces pays-là qui sont venus et tout le mouvement de population qu'il y a eu vers la Roumanie après a fait que les Roumains se sont enrichis aussi bien au niveau musical qu'au niveau social, qu'au niveau tout ce qui était tout ce qui touchait à la vie, quoi, en fait. Ils ont réussi à moderniser tout ça. C'est le mur de Berlin qui a fait que, quand il est tombé en novembre, après il y a eu plein de pays qui ont suivi, et la Roumanie il l'a fait au mois de décembre. La révolution a eu lieu au mois de décembre. Parce que c'était une révolution, c'était un coup d'État même, on va dire, même plus qu'une révolution. Ils ont quand même arrêté Nicu et toute sa famille et les parents. Nicolas et Léna, le grand Nicolas
Grande Helena, comme il disait, et ils les ont abattus. Ils ont eu un procès expéditif, ils les ont abattus. Et donc, suite à tout ça, la Roumanie s'est ouvert à l'Occident, on va dire, comme la Pologne, comme la Hongrie, comme la Bulgarie, comme tous ces pays-là. Et maintenant, c'est un pays qui a rattrapé les pays dits capitalistes. On était vu un peu comme ça, non? Et c'est vrai que quand le groupe folklorique Muguruelu est arrivé, je me trompe pas, hein, c'était Muguruelu. Non, c'est bien ça. C'était Muguruelu, qui était un groupe amateur à l'époque, qui n'était pas un groupe professionnel. Est arrivé faire les Européades à Rennes en 1989, en juillet 1989. 91 91, oui. Pas 89, 91. Donc ils sont arrivés sur Gauvin. Il fallait plusieurs familles pour loger les artistes, les danseurs, les musiciens, le chorégraphe. Sherban aussi, le directeur technique. Ouais. Et donc tous les gens qui cogitaient autour de tout ça, et donc c'est comme ça que moi et Camélia on s'est connus. Quoi. Et donc on peut dire que le mur de Berlin, s'il n'était pas tombé, on ne serait pas ensemble, je pense. En fait, c'est à la faveur d'une tournée avec ton groupe folklorique en France que tu as pu sortir de Roumanie. Exact. C'était notre deuxième sortie du pays. La première, elle était à l'époque c'était la Russie, mais aujourd'hui ça s'appelle la Moldavie puisque c'est la Moldavie indépendante. Et donc la deuxième c'était en France. Donc un petit voyage en car. On a mis 36 heures pour venir tranquillement jusqu'à Gauvin, avec moult péripéties bien sûr, crevage de pneus. Crevaison. Pardon, crevaison de pneus. Elle fait encore des petites fautes. Et oui, hein. c'est le... voilà. Donc, et nous avons atterri, on va dire quelque part, sur la place de Bretagne. Le lieu de rencontre était sur la place de Bretagne à Rennes. Et forcément, quand on est arrivé et qu'on en a vu toutes ces choses, en Hongrie, ça ne nous a pas forcément frappé. Parce que c'était un pays qui ressemblait quand même un petit peu à la Roumanie. Donc, on n'était pas forcément impressionnés. Une fois la Hongrie passée, à l'époque, je me rappelle, on était passé par la Tchécoslovaquie, puisque ça n'existe plus maintenant, l'Autriche. Non, Tchécoslovaquie, Allemagne. Ah oui, c'est vrai, pardon. Tchécoslovaquie, Allemagne et la France. Et donc forcément, on avait des yeux d'enfant à chaque fois qu'on en évoluait vers la destination finale, arrivée en France, à Gauvin. Donc c'était... À chaque fois, on était impressionnés par tout ce qu'on voyait, l'état des routes, les immeubles, les constructions, tout. C'était, pour nous, c'était inimaginable. C'était la première fois que tu sortais ? C'était la première fois qu'on quittait le territoire roumain. Et quel effet ça fait alors ? Donc qu'est-ce que toi, dans ton ressenti, quand tu sors de ton pays, où il n'y a pas beaucoup d'informations qui passent, effectivement, qu'est-ce que ça fait ? Ça fait peur. Ça fait peur parce que vous dites, waouh, où est-ce que je vais ? Si jamais je fais une bêtise, où est-ce que je vais atterrir ? Je ne sais pas parler la langue des pays dont je traverse. Donc forcément, on reste souvent... on reste ensemble, on ne se disperse pas. Et puis de toute façon, la vie dans un ensemble de danse, en général, on est unis, on est comme une famille en fait. Mais jamais on se disperse tout seul parce que justement déjà on a cette peur de l'inconnu puisqu'on ne sait pas ce qui se passe de l'autre côté des murs. On nous a raconté des choses mais qui n'étaient peut-être pas forcément vraies. Après, on a découvert au fur et à mesure et on a pris confiance au fur et à mesure également.
Vous imaginez la première fois qu'on voit des toilettes publiques en Allemagne, mais on était scotchés, puisqu'on s'est dit, mais en Roumanie, on n'aurait pas ça forcément, puisque les gens, ils auraient dégradé. Et pourtant, c'était pas forcément quelque chose d'extraordinaire. Mais non, à l'époque, c'était quelque chose. C'était inimaginable de pouvoir voir ça. Et la tournée devait durer plusieurs dates ou c'était juste une date? C'était une tournée qui était prévue pour un laps de temps, c'était un mois? Normalement, c'était 3 semaines, si ma mémoire est bonne. 3 semaines, ouais. Avec plusieurs dates. Donc la première date, c'était les Européades à Rennes. La deuxième date devait être donc un festival, je ne me rappelle plus exactement, c'est 1900 ou la fête galaise, je ne sais plus. C'était à Monterfil. C'est à Monterfil. Et il y avait une troisième date sur Saint-Malo, mais ça avait été annulé en fait. Parce qu'on ne nous a pas empêchés d'aller visiter Saint-Malo, Cancale. Il y a eu pas mal de petits spectacles d'organiser après, justement pour qu'ils puissent avoir un petit peu d'argent et pouvoir rentrer avec un petit pécule. Mais à la base, ils étaient là pour les Européades, ouais, qui se sont déroulées à Rennes au mois de juillet, début juillet. Par quelle faveur tu as rencontré ce groupe? Tu savais qu'il y avait un groupe roumain qui passait? Non, en fait, moi j'habitais chez mes parents et ma mère, la voisine en fait de mes parents était roumaine d'origine et connaissait un membre de l'équipe qui les a fait venir. Elle a réussi à les faire venir et donc par le biais de personnes qu'elle a connues sur Gauvin, elle a demandé forcément s'il y avait des gens qui pouvaient loger 2 personnes par famille. Et donc tout le monde était un peu dispatché à droite et à gauche et c'est comme ça que Camélia et Constanza sont venus chez mes parents et c'est comme ça qu'on s'est connus en fait, à la base. Et donc, si vous voulez une petite anecdote assez rigolote, on peut en dire. Monsieur arrive dans la salle, dans la cuisine, et je dis, oh non, c'est pas possible, on va encore avoir 2 vieilles danseuses, parce que forcément, les danseuses, on a cette petite étiquette qui dit folklore, dit forcément vieille danseuse, vieille bigoudaine en gros. Donc on s'est dit, oh là là, je vais encore avoir 2 danseuses à la maison, qu'est-ce que je vais pouvoir en discuter avec elles? Et puis en fait, monsieur arrive du travail avec une belle chemise bien ouverte en jean et tout. Et quand il arrive et qu'il voit que c'est pas deux mémés qu'il a en face de lui, mais que c'est 2 jeunes filles, il s'est dit, finalement, je vais peut-être rester un petit peu plus souvent avec elles. Un peu plus souvent. Je vais peut-être les accompagner finalement. En même temps, j'étais chez moi. Oui, oui. Et donc tu assistais au concert, aux répétitions, tu assistais ouais. Spectacle. Ouais, au spectacle, ouais, on en a fait plusieurs. Ouais. Enfin, moi j'avais mon boulot à côté, donc forcément je travaillais déjà dans la restauration. Et on en a fait plusieurs, c'est-à-dire en tant que spectateur. En tant que spectateur, ouais. Pas en tant qu'organisateur. Ah non, j'ai rien organisé. Moi. J'ai organisé mon propre spectacle après. Et non, ça c'est pendant 3 semaines ils ont été là, ils ont vadrouillé un peu à droite à gauche. Moi j'ai pas été partout, j'ai pas suivi partout parce que sur Rennes, j'y étais pas sur Rennes. En fait, ça fait loin tout ça, moi En fait, on était quand même entourés par les familles quand nous étions arrivés. Donc, on avait notre troupe de danse, certes, mais on était quand même vraiment très bien entourés par les familles qui nous ont accueillis. Donc, à chaque fois qu'on en allait, que ce soit Saint-Malo ou Ranné ou Rennes ou d'autres villes où on avait un spectacle,
les familles, elles étaient tout le temps, nous accompagnaient, ce qui fait que on se sentait vraiment en sécurité. On avait cette sécurité qui nous manquait quelque part parce qu'on s'est dit waouh, on va dans le grand monde. Et finalement, c'était, moi je trouvais ça assez chaleureux. Le périple le plus intéressant pour moi, ça a été après. Quand je suis reparti en novembre en convoi humanitaire en Roumanie. Pourquoi tu repartais en convoi humanitaire en Roumanie? Parce qu'ils étaient rentrés en juillet. D'accord. Et moi, j'ai en fait, je travaillais dans un restaurant, j'ai donné ma démission. Je savais que j'avais une saison d'hiver à faire après, en Haute-Savoie. Et il y a un convoi humanitaire qui s'est monté de Solidarité 35. Et on est parti avec, on était plusieurs de Gauvin à partir avec. Et on est allé sur Craiova en novembre 89. Et en fait, j'y allais... 91, je ne sais pas pourquoi je veux dire 89. C'est 91, c'est 1991. Ouais. Et donc en fait, je suis allé pour la chercher. Et elle n'est pas venue. Elle n'est pas rentrée. Elle n'est pas revenue avec moi. Elle n'a pas voulu revenir avec moi. Donc 6000 km au compteur déjà. Non mais c'est pas de ta faute. Non, c'est 6000 km. Ce qu'il oublie de vous dire, c'est que c'est pas facile de quitter sa famille quand on ne connaît pas la langue, quand on ne sait pas où on met les pieds. Et puis voilà, est-ce que c'est un vrai amour? Est-ce que c'est juste histoire de dire voilà, je vais m'amuser un peu et puis ensuite on va passer à autre chose? Et donc, il y avait certainement besoin de réfléchir. Et donc, toi, tu as fait le voyage pour aller chercher Camélia. Oui. Oui, et je suis rentré sans. C'était pas un 1er Maintenant, c'est avril. marrant. À l'époque, c'était pas marrant. Ce n'était pas un 1er avril, mais bon, c'était et donc, comme je suis parti en saison d'hiver. J'ai fait ma saison en Haute-Savoie. Et on s'écrivait toujours. Il y a un jeu. J'écrivais... C'est bien, c'était plus du morse que de l'écriture. Hein. Mais c'était très rudimentaire, mon français, donc... Et on s'est... moi, j'ai fini ma saison au mois de mars. Mi-mars. Et début avril, j'ai pris l'avion, je suis reparti à Craiova. Et là, je suis resté un bon mois. Oui. J'avais eu des soucis d'ailleurs, parce que fallait que je pense à rentrer. La date du visa était un peu courte, et même encore à l'époque, ils surveillaient beaucoup. C'était... On n'avait pas encore le droit de sortir librement du pays. Il fallait vraiment une bonne fallait des visas, raison pour sortir. Et ça, c'était en 91 ? Oui, c'était en 91. Ouais, il a fallu... Moi, 92. nous, on n'avait pas besoin de visa, les Français, pour rentrer. Par contre, les Roumains, s'ils voulaient venir en France, il fallait un visa. Il fallait un visa touristique. On avait demandé un visa 3 mois. Au départ, en sachant que nous, on allait se marier de toute façon. On avait demandé un visa et moi, c'était pas autorisé 3 mois. Un visa touristique, on avait eu qu'un mois seulement. Ouais, un mois. Alors qu'on avait un ami qui venait avec nous, il était plus âgé. Et donc pour lui, le problème d'avoir un visa touristique de 3 mois ne se posait pas. Donc il l'a eu tranquillement. Mais tout ce qui est jeune, on va dire, jusqu'à 40 ans, on avait encore cette barrière pour sortir, pour quitter le pays comme on voulait. Donc, C'était très... et puis, comme on passait en voiture, on traversait des pays comme la Hongrie, il n'y avait pas besoin. On traversait l'Allemagne, on traversait l'Autriche. Pour nous aussi. Enfin, la première fois, on n'a pas traversé l'Autriche. Non, nous, on n'avait pas besoin de visa. Mais, l'Autriche, c'était impossible. Et à chaque fois qu'on se rendait dans les ambassades, il y avait énormément de monde. C'était des attroupements de 300, 400, 500 personnes des fois. Et qui attendaient pour rentrer, pour faire une demande, même pas pour avoir un visa, pour faire une demande. Et donc le fait que moi j'y aille avec un passeport, on me laissait passer. Français, oui. Avec un passeport français, je passais n'importe où. Je rentrais à l'ambassade d'Allemagne, je rentrais à l'ambassade de France, je rentrais à l'ambassade d'Autriche, très facilement. J'avais un passeport européen, j'étais prioritaire sur les autres. Chose qui était un peu... moi je trouvais un peu dégueulasse, mais... il y avait des gens qui attendaient des fois 5-6 jours.
devant l'ambassade. Oui, mais c'est parce que vous aviez pas l'habitude de faire la queue. C'est ça, nous on a vécu ça régulièrement. Donc passer 5 jours pour avoir un visa, c'était pas quelque chose d'extraordinaire pour nous. C'était, il faut le faire, il faut le faire. C'est comme le fait de faire la queue pour avoir 2 litres de lait. Passer 2 heures à attendre. Si ça arrive, tant mieux. Si ça n'arrive pas, tant pis, vous recommencez demain. Donc, alors qu'ici, c'est vrai, on n'a pas cette habitude-là d'attendre. Il faut que ça arrive, ça arrive assez vite quand même. Ouais, c'était assez contraignant quand même. Le fait que la Roumanie soit rentrée après dans la communauté européenne et puis a signé une partie des accords de Schengen, c'est vrai que ça a facilité les choses pour tout le monde. Si bien pour nous que pour les Roumains, quoi. Et malgré ça, on préfère quand même la mentalité de la Roumanie c'est encore autre chose. Avant la Révolution. Moi, personnellement, la Roumanie, je l'ai vu évoluer, mais pas forcément dans tous les bons sens, quoi. Maintenant, il y a une génération de 20-40 ans qui est la génération un peu geek, quoi, qui est tout le temps sur son portable, qui est tout le temps sur les réseaux sociaux. Ils sont, oui. Et en fait, moi, je préfère parler avec les gens qui ont entre 50 et 90 ans. Ils sont beaucoup plus intéressants. Ils parlent de la Roumanie comme elle était avant, quoi. Et, pas qu'elle n'est pas bien maintenant, mais on a l'impression que les jeunes ont oublié leur passé ou ne connaissent pas le passé qu'ils avaient. Et moi, je trouve que c'est un peu dommage, quoi, parce que quelque part, s'il y a une forme d'irrespect là-dedans, et le fait qu'ils aient eu un dictateur il y a 30 ans qui est mort, pour eux, c'est du passé, soit c'est du passé, mais il ne faut pas l'oublier non plus, quoi. Et il y a plein de choses qui pourraient être améliorées s'ils s'en occupaient. Maintenant, ça reste que mon avis. Il y a les endroits de la Roumanie qui sont très très beaux, très, très intéressants à voir. Il y en a d'autres qui le sont moins, mais c'est un peu comme en France. Hein. C'est pas... Oui, on a fait une ellipse, là, on a dit le mariage, tout ça, mais alors, avant d'arriver en Roumanie, tu étais parti donc, sans Camélia la première fois, donc vous écriviez, et alors après, parce que tu parlais de mariage, toi tu ne parlais pas le français? Non. Tu as appris comment? Alors raconte-nous un peu comment a évolué votre relation, est-ce que ça a été facile de se marier, de sortir? En fait, oui, c'est vrai qu'on a fait un bond. Moi je suis reparti en Roumanie, donc après avoir fait ma saison, on a eu tant bien que mal, on a réussi à avoir le visa, elle est arrivée en France. Et donc là, ça a été vraiment l'apprentissage du français. L'écriture, quand Jean-Philippe vous disait tout à l'heure, on s'écrivait, c'était, je prenais le dictionnaire français-roumain et donc je cherchais mes mots que j'avais envie de lui dire, mais forcément, ça pouvait très bien être Jean-Philippe, maison, je veux, ou aime. Donc il fallait deviner plus ou moins ce que je voulais dire. Donc, alors qu'aujourd'hui, forcément, il regrette de m'avoir appris le français, mais parce que je parle de trop, bien sûr. Non, mais ça n'a pas été très compatible avec notre activité. D'accord, oui, donc... Et non, au départ, c'est vrai. Pourtant, en Roumanie, on avait appris j'aurais dû apprendre le français, bien sûr. Sauf que, en ayant une prof qui était un petit peu dure, forcément, j'ai jamais été attirée par le français. Ce qui fait que ça fait très mal quand on arrive en France et qu'on ne sait dire que bonjour, merci et au revoir. Donc après... Tu savais plus de mots en français que moi, je ne connaissais le mot en roumain. Hein. Oui, bien sûr. Forcément. Après, je suis quelqu'un qui adore la lecture, donc forcément, pour moi, c'était inimaginable de pouvoir passer dans la vie sans pouvoir lire. Et donc, forcément, il a fallu s'y mettre au français. D'abord avec les petites revues, les romans photos, par exemple, qui sont très, très intéressants. Enfin, pour apprendre la lecture, bien sûr, pas forcément pour l'histoire en elle-même.
Et ensuite, j'ai eu cette chance d'être hébergée au départ chez ses parents, ce qui fait qu'ils sont très bons français et à chaque fois, ils me reprenaient. Dès que mon vocabulaire commençait à s'enrichir un petit peu, ils me rajoutaient à chaque fois une nouvelle étape, ce qui fait que plus ça allait, plus j'avais un vocabulaire à peu près correct et je pouvais tenir une discussion avec les personnes qui m'entouraient parce que c'était... En gros, tu as appris le français on va dire, en 3 mois, c'était fait, quoi. Oui, on est arrivé au mois d'avril, donc fin avril. Et on s'est marié au mois de juin. On s'est marié au mois de juin, donc au mois de juin, je parlais déjà le français, bien sûr avec un accent forcément roumain de l'époque, mais au moins j'étais capable de comprendre les gens qui m'entouraient et si on me posait une question, j'étais capable de répondre. Et pardonne mon indiscrétion, mais quand tu avais demandé ce visa-là, tu savais que tu ne te retournerais pas en Roumanie? Tu savais que à l'époque, oui, puisque... Tu allais t'installer en France avec Jean-Philippe? Oui, puisque il ne faut pas oublier qu'on a quand même... Donc on arrive en Roumanie en 91. On a encore ces mentalités qui sont quand même... c'est pas forcément péjoratif ce que je vais dire, mais un peu plus arriérées, on va dire, par rapport à la France à l'époque, où quand le mari arrive dans le pays, il est forcément obligé de demander la main de sa femme. Donc ce qui fait que, oui, je savais que j'allais partir de chez moi, et je savais forcément que je ne reviendrais pas. Donc c'est pour ça que... Et ta famille a pris ça comment alors là? Ma famille, ma mère, puisque j'ai plus mon père, ma mère m'a toujours dit, même quand on était toute petite, elle nous a dit vous épousez qui vous voulez du moment que vous êtes heureuse, c'est tout ce qui m'importe. Là, forcément, ça lui a fait mal parce qu'elle s'est dit waouh, elle part quand même à 3000 km. Mais une fois qu'elle a vu Jean-Philippe, elle s'est dit voilà, je te la confie, attention, tu fais attention, sinon je te fais tuer. Non, elle t'a pas dit ça, elle est trop gentille pour te dire ça. Non, elle m'a pas dit ça, non. Non, mais voilà, elle était confiante. Elle était confiante parce que bon, après, c'est vrai que le fait que Jean-Philippe, il ait quand même fait la démarche de demander ma main, donc voilà, il s'est dit, bon, c'est quand même pas forcément quelqu'un de méchant. Voilà, on avait encore je dirais quelque part cette naïveté de croire que les gens sont gentils, qu'ils sont bons. Donc finalement, ça tombe bien parce que ça fait quand même 28 ans que ça dure, donc c'est pas rien. Quelle vision tu avais de la vie en Europe? On avait quand même quelques clichés parce que comme je disais tout à l'heure, on n'avait que 2 heures de télé par jour. Mais on pouvait quand même tricher, on va dire. On captait les chaînes serbes à l'époque, ce qui fait que de temps en temps, on avait des pubs ou des films de l'extérieur. Ce qui fait qu'on avait quand même une petite notion de ce qui se passait, on va dire, à l'extérieur, mais pas tant que ça en fait. Donc entre ce qu'on voyait à la télé et ce qu'il y a eu en réalité, perso pour moi c'était quand même un choc, puisqu'on ne s'attendait pas à avoir tout ça. Après, avec du recul, c'est vrai qu'on se pose la question, mais comment est-ce qu'on a pu rester sans poser de questions de ce qui se passe autour de nous? Donc, mais bon, après, c'est qu'on devait être bien content d'avoir ce qu'on avait chez nous. Et puis, Et tu trouvais la vie comment donc, en Roumanie? Est-ce que cette contrainte de vivre dans une dictature, est-ce que tu la ressentais au quotidien ou finalement on s'en accommode quoi? Moi, je ne suis peut-être pas forcément le bon exemple, puisque comme j'étais danseuse, j'avais cette possibilité de voyager avec mon groupe de danse, donc je voyais des choses quand même mes propres sœurs n'ont jamais vues.
Par exemple, comme aller à Bucarest et danser pour le président de la République. C'est quand même pas rien. Aller au palais, on était invités au 1er mai et au 23 août, pardon, c'est l'équivalent du 14 juillet en France. Et ben, ils demandaient une équipe, un ensemble de folklorique de chaque région. Et donc, on avait un spectacle qui était donné forcément et à la salle du palais à l'époque et sur le stade de Bucarest. Et tout ça pendant un mois. Donc on avait des défilés, on s'entraînait bien sûr pendant un mois. Et c'est pour ça que, comme j'étais très jeune à l'époque, c'était une sortie, c'était comme une récréation. C'est comme si j'allais en vacances, en colonie de vacances. Donc pour nous, c'était marrant. Et par rapport à d'autres familles, moi j'avais de la chance de pouvoir voyager. Ma mère n'ayant pas forcément les moyens de nous envoyer en vacances, avec le groupe de danse, pour nous c'était l'idéal. On voyait le pays, on visitait le pays. Et ça nous faisait sortir de chez nous. Donc je ne pouvais pas dire que j'étais malheureuse. Visiter le palais de Ceausescu, qui était peut-être pas forcément quelqu'un de gentil vu de l'extérieur. Pour nous, étant enfants, c'était quelque chose de inaccessible. Donc c'était quelque part, malgré le mal qu'il ait pu apporter, c'était quelque part enrichissant. Aujourd'hui, forcément, on se dit, oui, il était peut-être pas forcément quelqu'un de gentil, mais on n'aurait pas dû supporter ça. Mais bon, après, quand on est gamin, on n'y pense pas à ça. On prend juste ce qu'on nous donne et puis c'est tout. Vous n'aviez pas de rêve d'évasion? Non, pas pour moi personnellement, puisque je vivais ma passion, je vivais ma musique, je vivais avec les gens de mon entourage qui vivaient la même passion que moi. Donc à l'époque, non, c'était pas une idée qui aurait pu nous venir à l'esprit. Forcément, le fait de connaître le rêve américain, oui, quelque part, ça peut être quelque chose d'abordable. Et puis, on peut y penser. Mais non, pas pour moi, pas à cette époque-là. Et toi, Jean-Philippe, quand tu as rencontré Camélia, tu pensais que ce serait difficile de la faire sortir, même après la chute du mur, où tu te disais, je me lance dans un truc qui va être impossible, ça va être une galère, ça va être... Enfin, comment tu avais vu? J'étais conscient que ça allait pas forcément être évident, ouais. Déjà, la première fois que je suis allé là-bas, évidemment, tu prends une claque. Tu vois des choses qui... Tu te dis, oh là, il y a du retard. Et il est vrai que quand je suis retourné la deuxième fois, j'ai vu qu'il y avait toujours cette méfiance des gens qui... ils se méfiaient de tout ce qu'ils ne connaissaient pas. Et forcément, ils étaient encore avec leur vieux système où il fallait montrer patte blanche pour rentrer quelque part, où il fallait connaître quelqu'un pour faire ceci. Il y avait du système D, il y avait de la magouille. Et forcément, moi j'avais 21 ans, 22 ans à l'époque, tu te dis ça va pas être facile, ouais. Ça va pas être facile. Ça a été beaucoup d'attentes. Beaucoup d'attentes pour avoir des papiers, pour avoir des choses simples chez nous. Et c'est là qu'on se rend compte que vivre en France, c'est relativement facile quand même. Et on a pas mal galéré sur surtout les ambassades et les frontières. Passer une frontière, c'était interminable. C'était des heures et des heures. Des heures d'attente. Pourquoi, on n'en sait rien. Des kilomètres de voitures, des kilomètres de camions. Vous avez tel et tel horaire à passer des fois. Il fallait pas avoir des choses interdites. C'était Vigipirate avant l'heure, hein. Oui. Largement Vigipirate avant l'heure. On était fouillés. Et
Et donc c'était très long, c'était très compliqué. Et puis on avait affaire à des gens qui étaient encore formatés par un vieux système. Et donc forcément, on ne change pas du jour au lendemain. Hein. Mais ouais, dans ma tête, je me suis dit que c'était pas simple. C'était à la fois pas simple et à la fois, bizarrement, j'avais un ressenti, j'étais assez paisible quand même. J'étais pas trop stressé. Je me disais que de toute façon, au pire, si ça se faisait pas là, ça pouvait se faire après et que j'aurais trouvé une solution. J'étais un peu limite conscient que ça allait être dur et insouciant en me disant de toute façon, je vais trouver une solution. Donc finalement, ça s'est fait. Ça s'est pas fait facilement, mais ça s'est fait quand même. Je dirais que ça a été presque aussi compliqué après quand on a voulu se marier et qu'il a fallu faire des papiers ici forcément en France et aussi prouver que c'était pas un mariage blanc parce que en France c'est une violation de la loi. Tu peux pas te marier comme ça. Et en même temps, ils faisaient leur travail. Et qu'il n'y a pas de sentiment ou même que ça n'aboutit pas, quoi. Qu'il y a une magouille, quoi. C'est une forme de magouille. Et quand on est quand même passé devant un officier de police judiciaire, on est fiché aux renseignements généraux. On était reçu par un policier, on a été interrogé par un policier. Et en plus, on est passé devant un tribunal, greffier. Et il y a eu un dossier qui a été monté, donc ça n'a pas été plus facile dans un sens que dans l'autre. C'est pour ça que... Pour moi, ça a été plus impressionnant ici qu'en Roumanie. Parce qu'en Roumanie, en fait, c'était le fait de le savoir. On le sait que c'est compliqué, tout est compliqué en fait. Mais finalement, ça s'est quand même bien boutiqué, puisqu'on a quand même eu le visa, même si ça n'a pas été sur 3 mois, on l'a eu sur 1 mois. Mais par contre, ici, c'était intimidant. Le fait de passer devant le tribunal, des choses comme ça, c'était intimidant. Mais après, en même temps, je me dis, même avec du recul, je me dis, ils ne faisaient que leur travail, finalement. Tu n'as pas dit, on s'est mariés 2 fois. Ah oui, je suis marié 2 fois avec la même femme, sans divorcer. Ça fait toujours rire, ça. C'est vrai que ça fait toujours rire. Oui, c'est vrai. Même toi, ça te fait rire. Bah, bien sûr. Ouais. Je suis marié le 20 juin 1992 à Gauvin. Et je me suis marié le 3 août 1992 à Craiova. Alors, à Gauvin, on s'est marié civilement. Et en Roumanie, on s'est marié religieusement. Comme je suis orthodoxe et que Jean-Philippe est catholique, ici au départ, le prêtre qui était à l'époque à Gauvin, apparemment ça lui posait un problème, donc il fallait qu'il fasse des demandes au diocèse pour voir si c'était possible de nous marier. C'était assez compliqué, donc on s'est dit, c'est pas très grave. Comme ma famille n'était pas arrivée à mon mariage, en fait, moi j'ai pas eu de famille de mon côté à mon mariage. On s'est dit, c'est pas grave, on va refaire le mariage en Roumanie une 2e fois. Ce qui fait que on a fait mariage pour monsieur et madame Lefebvre ici et mariage pour toute ma famille en Roumanie. Donc, il a vécu le mariage roumain à l'église, donc qui n'a rien à voir avec... Qui est pas de tout repos. Oui. Ça dure longtemps. Oui, en général, la messe chez nous, elle dure quand même plus messe. près de 4 heures que de 1 heure. Oui, enfin là, non, il a fait plus là, court. Il a fait court, mais c'était quand même assez long. Vous avez la préparation de la mariée, vous avez la préparation du marié. C'est-à-dire, quand on appelle préparation, c'est on habille, on maquille, on coiffe la mariée et le marié. Et ça, c'est... donc, les filles s'occupent de la mariée. Et les gars, en général, c'est les copains. C'est un peu... Ça ressemble un peu au enterrement de vie de garçon et de vie de jeune fille en France.
Sauf que nous, c'est juste le jour du mariage. Et donc, vous avez les musiciens qui sont derrière vous, qui vous chantent, qui vous jouent des morceaux de musique, voilà. Donc, il y a les amis ou la famille qui dansent dans la rue. Même les voisins. Même les voisins, les gens qui passent dans la rue, tout simplement. Ça, c'est festif, ouais. Et ils s'arrêtent, ils dansent, et puis voilà, donc... Nous, c'est beaucoup plus solennel. Là-bas, c'est solennel, mais jusqu'à un certain point. Après, c'est vraiment une fête, quoi. C'est vraiment... mais ça dure longtemps. Normalement, un mariage chez nous, ça dure 3 jours. Ouais. C'est-à-dire que le samedi, donc on prépare tous les amis viennent préparer la salle de fête, par exemple. On prépare à manger également. Le dimanche, donc c'est le mariage, bien sûr. Donc on prépare le marié, la mariée, tout ça. Donc, on a le repas et ça se finit à pas d'heure. Et le 3e jour, lui, alors là, il est assez rigolo parce que ce jour-là, il est réservé pour les beaux-parents. C'est-à-dire que en fait, on se moque gentiment des beaux-parents, que ce soit les parents de la mariée ou du marié. Mais c'est une façon de continuer encore la fête pendant encore une journée. Donc, une fois que la 3e journée est finie, c'est bon. Après, mais bon. En général, oui, c'est 3 jours. Donc...